Joseph, Paul, Yves, Roch, Gilbert Dumotier, marquis de Lafayette. Bonjour, je m'appelle Emmanuel de Fontaigneux, je suis le directeur du Centre international de la mer qui a pour mission d'accueillir le grand public à la Corderie royale de Rochefort. Nous sommes à l'intérieur de la Corderie royale, dans la partie qu'on appelle l'exposition permanente, et en fait qui est destinée à expliquer l'histoire du monument et la manière dont on fabriquait les cordages autrefois. Dans cette corderie, on fabriquait tous les cordages dont les bateaux de guerre du roi avaient besoin pour naviguer, puisque on est à l'époque de la marine à voile. La corderie a été construite à partir de 1666 pour exaucer le souhait du roi Louis XIV et à la demande de son ministre Colbert, qui décide de créer ici à Rochefort un grand arsenal. Et dans un grand arsenal, il faut une corderie pour fabriquer les cordages dont les bateaux ont besoin. Alors, la corderie, en fait, elle va avoir une vie de corderie, de manufacture, de fabrication de cordages. Et puis, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, en août 1944, à une époque où l'arsenal n'est déjà plus actif en tant qu'usine à bateau, les troupes allemandes vont incendier le bâtiment et la corderie va brûler pendant 3 jours. Tout va disparaître dans les flammes, la charpente du monument, la toiture seront en très mauvais état au lendemain de l'incendie. Le feu va même détruire une partie des murs, ce qui fait que dans les années 50 et 60, le bâtiment tombe en ruine, littéralement. La Corderie royale est donc totalement en ruine après la Seconde Guerre mondiale, et dans les années 70, la ville de Rochefort décide de racheter la ruine à l'État, au domaine, et de reconstruire entièrement la Corderie. Ça va durer plus de 10 ans, engager un budget important, et on décide de refaire à l'identique à l'extérieur, mais avec un programme, des matériaux et une esthétique moderne à l'intérieur. Ce qui explique qu'on trouve des murs qui ont été repris en béton, déourdis et un plafond moderne, etc. Nous sommes à côté d'un cordage qui est très important. C'est ce qu'on appelle une haussière, c'est-à-dire un type de cordage fabriqué d'une certaine manière. Mais ce qui est intéressant ici, c'est sa longueur. Ce cordage fait à peu près 200 mètres. 200 mètres, c'est ce qu'on appelle dans la marine une encablure. C'est-à-dire, en fait, une encablure, c'est le multiple de la longueur des coques des vaisseaux de l'époque. Tous les vaisseaux, frégates et navires militaires de la taille de l'Hermione par exemple, étaient tous équipés avec certains cordages qui étaient calibrés en fonction de cette longueur d'une encablure. Pour obtenir une encablure, c'est-à-dire 200 mètres grosso modo à l'arrivée, il faut au départ avoir 300 mètres de matériaux primaires, de fils, parce qu'on va les torsader à l'intérieur de la corderie, et en torsadant, on perd un tiers. Justement, le corps de logis principal de la corderie, dans lequel nous sommes, fait 300 mètres de long. C'est la longueur nécessaire pour fabriquer ce type de cordage. Nous sommes
en face d'une photo qui est intéressante parce que c'est une vue de la corderie vue du dessus. Une photo où on voit bien les 300 mètres de longueur du corps de logis principal sur 2 étages, les pavillons aux extrémités qui permettaient le stockage du chanvre et du goudron, puisque les cordages étaient fabriqués en chanvre. Et puis, on voit ici un deuxième bâtiment qui est en avant-scène, côté fleuve, et dans lequel il y avait du feu autrefois. Pourquoi du feu ? Parce que le feu permettait d'assécher les cordages à la vapeur et de les goudronner. Le goudron rendait les cordages imputrescibles. Cette petite maquette qu'on trouve à la corderie est là pour expliquer comment le bâtiment a été construit. Il faut comprendre qu'on est ici dans un marais. Ce qu'on appelle un marais en Charente-Maritime, c'est en fait un marécage. Sous nos pieds, nous avons 30 mètres de vase molle. Ce qui fait qu'en 1666, l'architecte Blondel, quand il a voulu construire le monument, il a cherché le fond, il ne l'a pas trouvé. On sait aujourd'hui qu'on est sur 30 mètres de vase, mais à l'époque, impossible. Donc, on n'a pas pu créer sous le bâtiment des fondations classiques. On a donc décidé de poser à plat dans la vase ce qu'on appelle un radier, c'est-à-dire un radeau fait de madriers de chêne qui sont, fixés les uns sur les autres, qui est en réalité aujourd'hui à 1,50 m sous nos pieds. On a posé de l'argile par-dessus et 800 ouvriers ont monté les murs sur les 2 grands côtés du bâtiment au même rythme pour éviter que le radeau ne bascule. Alors, nous sommes ici toujours à l'intérieur de la corderie royale de Rochefort, à l'atelier des matelotteurs. À quoi servaient les cordages autrefois ? Eh bien, ils servaient à manœuvrer les navires et les matelots avaient pris l'habitude de les travailler pour faire toutes sortes d'éléments de ce type. C'est ce qu'on appelle du matelotage, l'art de faire des nœuds pour capeler, des cordages les uns avec les autres, des cordages sur les espars. Pour vous donner simplement une idée, sur un bateau comme l'Hermione, qui a été construit à Rochefort, à 2 pas de la corderie, eh bien, il y a grosso modo 25 km de cordages de toute taille pour manœuvrer ce bateau. Notre association Randonniole a pour but de découvrir la région, la France, l'étranger. Et l'Office de Rochefort nous a proposé cette journée de découverte Lafayette et l'aventure de l'Hermione. Alors, la matinée s'est passée à la découverte de la ville, du musée de chirurgie maritime. Et puis cet après-midi, nous allons découvrir la corderie. Et puis en finale, nous aurons un passage avec le marquis de Lafayette. Je m'appelle Denis Roland, je suis attaché de conservation du patrimoine au Musée national de la Marine à Rochefort. Donc mon travail à moi avec toute l'équipe du musée, c'est de valoriser des collections nationales qui appartiennent au Musée national de la Marine et de les rendre compréhensibles dans un territoire.
On est aujourd'hui, on se définit comme un musée d'histoire locale. On raconte l'histoire maritime de Rochefort-Océan, du pays rochefortais, c'est-à-dire en fait du territoire qui était celui de l'arsenal maritime entre 1666 et 1927 et même un peu au-delà, puisque finalement la marine est restée un peu au-delà. On le fait avec des objets un peu particuliers qui sont des témoins, qui ont quelque chose à raconter, qui ont des histoires, des grandes, des petites, des moyennes, enfin des tas d'histoires à raconter pour comprendre ce que nous sommes aujourd'hui. Mais évidemment, cette façon de travailler avec des collections, avec des objets, ça suffit pas. Il faut aussi construire autour des tas d'objets pour parler à nos différents publics, c'est-à-dire aux différentes curiosités qui viennent chez nous. Et puis, il faut le faire avec les voisins. On a, nous, un petit morceau de cette très grande histoire. On a ici des voisins, que ce soit l'Hermione, que ce soit la Corderie Royale, que ce soit les musées de la ville, que ce soit les archives. Et c'est très important pour nous de travailler aussi avec les archives de la marine ou les archives municipales, avec les autres musées du territoire, avec les associations qui travaillent sur le patrimoine local. Il y a énormément d'acteurs qui se sont mis en place depuis quelques décennies dans ce territoire et qui, chacun à leur façon et sans se marcher dessus. Et c'est ça qui est intéressant, raconte un petit morceau d'une histoire commune. Aujourd'hui, nous, on sait ça, cette complémentarité, elle existe réellement, c'est pas un discours, hein, c'est un fait, mais elle n'est pas visible, ou peu visible. Et pour les visiteurs, qui se fichent pas mal de savoir qui gère quoi, ce qui serait important, c'est d'aller vers quelque chose de beaucoup plus global, cohérent, uniformisé. C'est probablement ce vers quoi on va aller, et peut-être plus vite qu'on croit, parce que finalement, l'achèvement du chantier de l'Hermione crée des conditions très nouvelles. Alors, on peut les voir de manière négative en disant « Mon Dieu, qu'est-ce qui nous arrive ?» Moi, je pense tout à fait au contraire que c'est une formidable opportunité de continuer une histoire, parce que l'histoire qu'on construit en ce moment, elle s'inscrit dans un temps assez long. Après la guerre et pendant près de 30 ans, ce qui aujourd'hui est le cœur du Rochefort historique et touristique était une friche, une ruine. Et quand on dit, on l'entend souvent, ah oui, Rochefort, il se passe pas grand-chose, il y a le plus potentiel, et puis 20 ans après, il y a toujours le même potentiel. Regardons à quoi ressemblait Rochefort en 1970. On serait étonné. D'ailleurs, on le raconte souvent aux visiteurs. On leur dit, mais vous savez, il n'y a pas si longtemps, la Corderie était une ruine, ils n'en reviennent pas, quoi. Donc, quand on dit qu'il ne se passe rien, moi je dis, à l'échelle du patrimoine et du sentiment patrimonial partagé par des habitants, il se passe des choses drôlement profondes. Parce que peut-être que c'est pas spectaculaire, du jour au lendemain, ça y est, hein, mais on est solide, quoi. Donc, ça suit son chemin. Et l'Hermione, elle s'inscrit dans ce temps long. Elle n'est pas née de rien, l'Hermione. Après 20 ans de rénovation du patrimoine bâti, les responsables du territoire ont dit c'est quand même bizarre, on a reconstruit l'usine, on n'a pas de bateau, il nous faut un bateau, et voilà comment l'Hermione est née. Et ce qui va se mettre en place après, c'est aussi dans ce mouvement-là qui ne s'est pas achevé. Que ça se met en place. Donc tous ces acteurs qui, certains sont très anciens, d'autres sont beaucoup plus récents, et tout le monde se regarde en disant qu'est-ce qu'on partage, quoi. Et je pense que là, l'histoire se continue. Et voilà. Et moi, mon rôle, encore une fois, pas tout seul, parce que dans le patrimoine, on fait rien tout seul. Si on n'a pas le sens de l'équipe, il vaut mieux faire un autre métier. Ici, l'équipe, elle travaille sur son bâtiment, sur ses collections, mais sans oublier que c'est avec les voisins qu'on avancera le mieux, quoi. Alors, Rochefort a une particularité, c'est que la ville a été construite pour un arsenal. Avant, elle n'existait pas, et donc il y a évidemment beaucoup de marais, des terrains également submersibles. La Charente borde la ville, et donc en termes de foncier, on est un peu limité. Et toute la zone qui est en proximité de la Charente est submersible, donc inconstructible. Donc voilà les contraintes existantes à l'heure actuelle sur la ville de Rochefort. Alors, on a une situation géographique idéale, puisque quasiment centrale, en tout cas en termes de bassin de population sur le département de la Charente-Maritime. Nous sommes très bien placés entre La Rochelle, Saintes, Saint-Jean-d'Angély et Royan. Et j'ai envie de vous dire, nous sommes au cœur, justement, du bassin de population principal de la Charente-Maritime. La ville de Rochefort perd depuis quelques années de la population, comme les villes de plus de 10 000 habitants, car le schéma idéal pour les gens à l'heure actuelle, c'est un pavillon, c'est du terrain, c'est une maison de plein pied. Donc la ville perd quelques habitants, mais nous avons bon espoir de reconquérir de nouveaux habitants avec une nouvelle dynamique dans la ville de Rochefort. Rochefort a un patrimoine extraordinaire. Nous avons la chance d'être une ville que l'on peut qualifier de singulière, avec le seul pont transbordeur de France, avec la Corderie Royale,
l'hôpital de la Marine qui est un monument majestueux mais qui va revivre prochainement dans les années qui viennent, un port de plaisance, un musée aéronautique naval. Donc vous voyez, un patrimoine diversifié, les thermes. Rochefort est la 6e ville thermale de France, donc c'est quelque chose d'extraordinaire, peut-être méconnu, mais avec un gros potentiel. Je n'ai jamais considéré La Rochelle comme un handicap, mais comme un atout. Nous avons la chance d'être à côté d'une belle ville comme celle de La Rochelle, et au contraire, avec le maire de La Rochelle, nous développons une synergie. Nous avons l'ambition l'un et l'autre d'aller en opposition. Nous avons déjà travaillé ensemble, notamment sur la gestion des fonds européens, avec nos 2 agglomérations, Rochefort-Océan qui va porter cette gestion en accord avec l'agglomération de La Rochelle. Donc c'est la preuve d'un dynamisme commun et d'une volonté de faire ensemble. Dans la ville proprement dit, nous avons lancé une étude de programmation urbaine pour nous projeter à 15-20 ans, requalifier du bord des Charentes jusqu'à l'extrémité du centre-ville nos quartiers avec un intérêt économique. Nous avons également la chance d'avoir une grosse entreprise privée, peut-être la plus grosse du département, qui est Stelia Aerospace, avec beaucoup de sous-traitants. Donc on veut pérenniser l'activité aéronautique, développer également l'activité nautique. On a une société très importante qui est Nautitech avec un marché en développement. Donc nous avons la chance d'avoir de belles entreprises sur le territoire de Rochefort, Rochefort-Océan. Et donc ça, c'est un des atouts supplémentaires. Alors la grande région Aquitaine est un atout pour nous tous, car on aura une métropole à nos côtés, comme fer de lance. Et La Rochelle, Rochefort, mais Saintes, c'est-à-dire notre département, a toute sa place. Nous avons un estuaire, nous avons un port. Je vous précise également que le territoire de Rochefort-Océan est dans le circuit du Grand Site de France. Nous recherchons le label Grand Site de France. Donc tout ça, ce sont des attraits touristiques, économiques importants qui viendront se cumuler avec les autres attraits de la grande région. Alors, il y a déjà des synergies entre les offices de tourisme, entre les territoires. Donc, par exemple, le cycle touristique commun, c'est la Vélodyssée. Vous pouvez, à vélo, parcourir notre département et nos territoires. Donc oui, il y a déjà des synergies qui sont engagées et elles vont perdurer, c'est une évidence. Tout est lié. Il faut de l'économie pour que des gens viennent y travailler, mais pour que les gens viennent y travailler, il faut également du culturel et de l'animation. Et le tourisme emmène de l'économie et de l'animation et du culturel. Donc c'est un tout, on ne peut pas dissocier l'un par rapport à l'autre. Nous avons également comme ambition sur le territoire de développer le numérique, car nous croyons fortement qu'il s'agit d'un axe de développement économique avec des coworking, des data centers. Donc oui, il y a des perspectives intéressantes sur le territoire, notamment par le volet numérique. L'été 2015 à Rochefort va être époustouflant avec le départ de l'Hermione, qui est un événement, puisque l'Hermione, qui a son port d'attache à Rochefort, je rappelle, va fêter donc son départ pour les États-Unis, donc grosse fête. Ensuite, vous aurez à Rochefort un festival qui est créé le 6, 7, 8 août avec des stars internationales, des stars françaises, et donc une synergie qui va être développée autour de tous nos jeunes et moins jeunes, et ça c'est du nouveau. Vous aurez le départ du Tour Poitou-Charentes le 25 août, le retour de l'Hermione à la fin du mois d'août, qui sera une grande fête avec l'aura de son voyage aux États-Unis. Donc vous voyez un panel d'activités, et également on va accueillir à Rochefort à partir du 19 avril jusqu'à la mi-juillet le Nao Victoria, qui est une réplique d'une des corvettes de la flottille de Magellan, et avec un attrait touristique, économique, mais pédagogique également pour tous nos scolaires, pour tous nos jeunes. Donc voilà, il y aura beaucoup de choses à Rochefort au printemps-été 2015, et donc ça sera encore une cité qui sera à la pointe de l'événementiel dans le département de la Charente-Maritime. Je suis né au château de Chavagnac, à Saint-Georges-d'Aurac en Auvergne, et je suis né le 6 septembre 1757. Pendant ce temps-là, mamie, or quand je dis mamie, entendez-le en 2 mots. Pendant ce temps-là, les Anglais, ces foutus Anglais, avaient investi l'île d'Aix. 11 000 hommes, madame, sous les ordres de l'amiral Hawke. 4 000 débarquèrent à l'île d'Aix. Ils semèrent le trouble et vinrent la ravager. Quel est ce carrosse puant?
Un oncle mien va me doter, là encore, d'une fortune, d'une rente estimée à 120 000 livres de l'époque, ce qui n'a rien à voir avec votre monnaie totalement dépréciée. Me voilà donc un des hommes les plus riches de France. Ma noblesse remonte au XIe siècle. On a dû enterrer Louis XV, le bien-aimé, mais celui-ci était bien moins aimé à la fin de son règne. Et ma foi, j'ai eu à souffrir olfactivement de cet enterrement, car le corps décomposé du monarque qui souffrait de la petite vérole était, ma foi, difficile à suivre. Sortie de champ, c'est bien comme ça? Parfait. Mille grâces. Merci. Merci.